La discrimination positive, c'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau parce que ça ne veut rien dire et par les temps qui courent, lorsque l'on dit des choses qui ne veulent rien dire, c'est très beau. Amusons-nous à faire une petite analyse du sens des mots. Le mot discrimination a évidemment une connotation négative. Lorsque l'on discrimine, l'on crée des catégories en fonction de critères peu sympathiques. Par exemple, la fameuse idéologie woke, fondée sur la violente discrimination anti-blanche, est évidemment catastrophique. Examinons maintenant le sens du mot positif. Ce qui est positif se range dans la catégorie des belles et bonnes choses. Donc, si l'on accole le mot discrimination au mot positif, l'on crée un concept qui ne veut strictement rien dire puisqu'il marie deux mots opposés. C'est sans doute pour cela que la discrimination positive a été promue par Sarkozy qui en a fait l'un de ses chevaux de bataille. Cheval de bataille qui l'a mené tout droit à Waterloo en 2012. Jean-Michel Leblanquer national, entre deux parties fines et sans masque sur des îles méditerranéennes, a remis à l'honneur le concept de discrimination positive avec comme cible choisie, cette fois-là, les deux prestigieux établissements scolaires parisiens, Henri IV et Louis le Grand. Le Michou a à peu près tout démoli au sein de l'éducation nationale en 5 ans. Il lui restait quelques semaines pour démolir les deux plus gros établissements de formation des élites françaises. Et il l'a donc fait. En pratique, les choses sont simples. Désormais, pour intégrer ces établissements, les fameux algorithmes qui sont la tarte à la crème de la société postmoderne se mettront en branle lorsque les dossiers des candidats seront entrés en informatique. En gros, si vous avez un dossier qui annonce une note moyenne de 14 sur 20, mais que vous venez d'un quartier difficile, la note de 14 va être retraitée par la formule suivante. 14 multiplié par la racine de 7 puissance 12 divisé par 711, donnant un chiffre qu'il faudra additionner au chiffre 0,342 divisé par 41 000. Au chiffre obtenu, et si vous êtes immigré de seconde génération, il faudra retraiter le chiffre final en le multipliant par la racine carrée de 12. Si le chiffre final obtenu est supérieur à 12, vous le ramenez à 19,9. Si le chiffre obtenu est inférieur à 17, vous le rehaussez à 19,7. Avez-vous compris la démonstration ou faut-il que je recommence ? Bon, je constate avec plaisir que vous avez compris et je vous dis bravo, je continue. Ainsi, à Henri IV et Louis le Grand, les élèves admis ne seront pas admis parce qu'ils sont les meilleurs, mais parce qu'il faut les admettre pour des raisons sociales. L'on comprend dans ces conditions que le niveau intellectuel des plus grandes écoles françaises payées par nos impôts diminue vertigineusement d'année en année. Macronor Merdator pourrait en faire un slogan de campagne. Vive la République, mais surtout, vive la discrimination positive. Je vous souhaite une très bonne soirée. En son temps, le général de Gaulle avait utilisé, pour qualifier Israël et les Israéliens, des formules chocs dont il avait le secret, et notamment celle-ci, « un peuple d'élite, sûr de lui et dominateur ». Voilà qui était dit, et nous pouvons le redire, les Israéliens sont objectivement très sûrs d'eux, et dominer ne leur pose pas trop de problèmes. Cela dit, il faut tout de même garder raison. Et dans l'affaire Pegasus qui ébranle Israël dans son entier, il semble que la raison n'ait pas été gardée. Qu'est-ce que cette affaire Pegasus ? Une société israélienne, NSO, a mis au point un mouchard installé sur le système Internet qui permet, pour faire court, d'espionner les communications téléphoniques des cibles choisies. Diantre !
Ce mouchard a été vendu à un certain nombre de pays pour le plus grand profit de NSO et pour le plus grand bénéfice des acheteurs qui se trouvent propriétaires d'un système d'espionnage redoutable. Et c'est là qu'intervient la formule de De Gaulle. NSO, société d'élite, sûre d'elle et dominatrice. Mais cette fois-ci, il faudrait dire trop sûre d'elle et trop dominatrice. Car elle a fait utiliser son logiciel espion par des structures israéliennes qui ont espionné à grande échelle un très grand nombre d'Israéliens importants. Rediantre. Du coup, j'ai reçu un coup de téléphone affolé de ma tante Gertrude. « Mon petit gars, c'est sûr, nos conversations sont écoutées, c'est la catastrophe. Il faut qu'on communique désormais par lettres portées par des pigeons voyageurs. » Elle est gentille, la tata, mais où qu'on va les trouver, les pigeons? Bref, le scandale est gigantesque, secoue tout Israël, déchaîne les passions, mais le mal est fait et révèle de façon éblouissante les dérives qui ne devraient que s'accroître tout au long du siècle. En effet, d'année en année, l'espionnage de chaque personne, dans ce qu'elle a de plus intime, se met en place de façon irréversible et dramatiquement inquiétante. L'affaire Pegasus n'est donc que la toute petite pointe émergée de l'immense iceberg immergé, intégrant notamment les Google, Microsoft et autres Facebook, qui nous préparent des lendemains qui chanteront très probablement pour la prospérité de leurs entreprises, mais qui ne chanteront pas du tout pour nos propres vies privées. Et comme ces fameux GAFA disent eux-mêmes que leur puissance est désormais supérieure à celle des États-nations, l'on voit bien que la lutte contre leurs prétentions hégémoniques et dictatoriales est déjà prodigieusement déséquilibrée. L'affaire Pegasus est un bon révélateur, puissent nos gouvernants en tirer toutes les leçons. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bien entendu, l'on ne parle plus beaucoup du Donald, puisqu'il a été remplacé par le brillantissime Biden, dont la première année de gouvernance se traduit par un magnifique fiasco. Pourquoi donc reparler du Donald? Parce qu'il vient de mettre en route son fameux réseau social, Truth Social, avec l'accent, qui a pour objectif de contourner la censure des fameux GAFA, ces mastodontes dictatoriaux que sont Twitter, Facebook et autres Microsoft, qui se sont permis de censurer le Donald quand il était président des États-Unis. Le Donald a donc créé son propre réseau social, très probablement appelé à un bel avenir, car le bras de fer du Donald contre les mondialistes libertaristes est suivi de très près et de façon très positive par à peu près la moitié des Américains et par d'innombrables soutiens dans le monde entier. Voilà qui redonne un formidable espoir aux conservateurs et aux souverainistes des nations dites occidentales. Désormais, de grandes fortunes peuvent être utilisées pour créer des outils performants visant à contrer le chaos dictatorial produit par quelques richissimes mondialistes dont le but unique est de déconstruire le monde ancien pour leur plus grand profit financier, off course, comme dit le cheval. En France, le cas Bolloré est tout aussi exemplaire, puisque le milliardaire, sans le moindre complexe, crée des outils visant à contrer les déconstructeurs, comme CNews par exemple, ou rachète des médias gauchistes qu'il remet peu à peu dans le droit chemin, comme Canal+ par exemple. Mais il n'y a pas besoin d'être richissime pour mettre en place des outils de lutte contre la déconstruction du monde. TV Liberté et sa superbe communauté de téléspectateurs en est la preuve vivante. Et c'est pour cela que votre chroniqueur préféré autoproclamé aime TV Liberté, aime les équipes de TV Liberté et aime la superbe communauté de téléspectateurs de TV Liberté. Cet amour passionnel, fusionnel, se fonde sur un amour passionnel, fusionnel pour le monde de la résistance, ce monde qui lutte pied à pied contre la déconstruction générale. Et par les temps guerriers qui courent,
Formidable révélateur de la désinformation actuelle généralisée, cela est profondément réjouissant et nous donne un immense signe d'espoir qui se traduira immanquablement dans les urnes, dans des délais très proches peut-être, et sinon, si ça n'est pas très proche, en tout cas, pas très lointain. Nous sommes en train de gagner des batailles pour la liberté et nous gagnerons la guerre très rapidement ou un peu plus tard, mais nous la gagnerons. Je vous souhaite une très bonne soirée. Marion a donc franchi le Rubicon. Elle soutient désormais officiellement le candidat Zemmour. Ce qui aurait pu bouleverser de fond en comble la campagne électorale en cours se heurte cependant au problème de la guerre en Ukraine qui vient de propulser Macronor Vaccinator vers les 30% environ d'intention de vote dans tous les récents sondages. Les médias du système ont déjà commencé leur œuvre d'intoxication. Seul compte l'opposition acharnée qu'il faut mener à la guerre en Ukraine, opposition dont le chef emblématique, dont le chef charismatique, dont le chef tout-puissant est évidemment Macronor Covidor, qui a su terrasser le microbe Covid au point que la guerre qu'il a enclenchée contre ce microbe est pratiquement gagnée, et qui saura à l'évidence dompter ce fou furieux de Poutine, nul ne doit en douter. La quasi-totalité de la classe politique, la quasi-totalité des journalistes du système, la quasi-totalité de ce que l'on appelle les élites françaises se prosternent comme jamais devant le Manuchon, transformé en quelques jours en petit père des peuples, en père de la nation, en rempart contre la guerre et en plein d'autres choses encore. Ainsi donc, pendant la campagne électorale en cours, seul compte la guerre en Ukraine. Le bilan désastreux de Macronescu sur les plans politiques, économique, social, moral, culturel, motus et bouche cousue. L'action désastreuse de Macronescu sur le plan des libertés fondamentales, des soins aux personnes, des soins sur la santé physique et psychique des enfants, de la qualité de vie des personnes, de l'effacement de la population de souche par une politique d'immigration délirante, etc., etc., etc. Motus et bouche cousue. Dans ce contexte catastrophique pour les élections futures, se situe le ralliement de la blonde Marion à Éric Zemmour, ralliement d'ailleurs fortement critiqué par la blonde Marine. Le grand chamboule-tout que devait produire ce ralliement peut donc se transformer en coup de pouce significatif, mais pas forcément décisif pour le candidat. Autre danger qui pointe le bout de son nez, et côté gauche cette fois, la montée dans les sondages de ce fou furieux de Mélenchon, qui pourrait bénéficier dès le premier tour d'un vote utile de la part des écolos bobos et autres communistes, lui permettant de faire un bond significatif dans les intentions de vote. Oui, tout cela peut bousculer le premier tour. En bref, à ce jour, la situation globale n'est guère réjouissante. Mais il nous faut garder un moral de fer, car je ne sais plus qui disait que le désespoir en politique est la pire des stupidités. Je vous souhaite une très bonne soirée. Le problème des trans prend une telle ampleur qu'il devient tout à fait central dans la vie de nos sociétés, au point que le ministre de la Déséducation nationale, notre bon Jean Michou, s'est fendu d'un décret par lequel les enfants trans doivent bénéficier d'un statut particulier dans les établissements scolaires. Apprendre à lire, à écrire, à compter, ce n'est pas vraiment le sujet de l'éducation nationale, mais protéger les trans, c'est un sujet vraiment important pour l'éducation nationale. C'est aussi un sujet important pour la justice, qui vient de prendre une décision pour le moins surprenante.
De quoi s'agit-il? Un monsieur se marie avec une dame et ils ont 2 enfants. Jusqu'ici, rien à redire. Un peu plus tard, le monsieur décide de devenir une madame et adopte à l'état civil un prénom féminin. Un peu plus tard, ce monsieur qui est devenu une madame, ainsi que son épouse qui est restée une madame, ont un nouvel enfant. Et là, les choses se compliquent, car l'état civil refuse de considérer que monsieur, qui est devenu madame, soit également la mère de l'enfant. Ça va, vous me suivez toujours? Fantastique, je continue. Donc, les 2 premiers enfants ont un père homme au départ, devenu une femme, et une mère qui est toujours une femme. En revanche, le 3e enfant a une mère qui est la femme qui l'a porté, mais pas de père. Monsieur, qui est devenu madame, n'est pas du tout content et entame une action en justice. Résultat des courses. La Cour d'appel de Toulouse vient d'autoriser le monsieur devenu madame, c'est-à-dire le père transsexuel, à figurer sur l'état civil comme mère du 3e enfant. Ce qui veut dire que le 3e enfant a 2 mamans. C'est trop mignon, mais c'est trop chou, j'en pleure d'émotion. Et donc, cette superbe famille est composée de 2 femmes ayant 2 enfants qui ont connu d'abord un papa et une maman, puis 2 mamans, avec à la clé un 3e enfant dont le père n'aura pas été déclaré et qui aura finalement 2 mamans, dont une maman trans. Ça va toujours? Vous avez des vapeurs? Un peu d'hydroxychloroquine pour vous remettre? Le train de la déconstruction familiale a désormais acquis la vitesse du TGV et bientôt celle de la fusée Ariane. Le mouvement LGBT est en passe de remporter une victoire totale dans les pays développés dits occidentaux qui sont en pleine décadence. Mais la résistance de pays comme la Pologne ou la Hongrie montre que rien n'est définitivement joué. Je vous souhaite une très bonne soirée.